En 2010, le célèbre romancier, dramaturge, écrivain malien, Moussa Konaté, publie aux éditions Fayard un ouvrage au titre particulièrement cinglant. Du moins l'interrogation qu'il charriait. L'Afrique noire est-elle maudite? 11 ans plus tard, au regard des macabres et horribles actualités du Tchad, et surtout 9 ans après l'entrée en vigueur, grâce d'ailleurs au dépôt du 15e instrument de ratification par le Cameroun en février 2012, donc 9 ans après l'entrée en vigueur de la Charte africaine, des élections et de la gouvernance, un instrument particulièrement important dans le dispositif de consolidation de la démocratie en Afrique, la CADEC, nous sommes toujours en train de nous poser la même question. L'Afrique noire est-elle maudite? Moussa Konaté, paix à son âme, doit se retourner encore dans sa tombe. Soyez les bienvenus, chers amis, à notre rendez-vous hebdomadaire. Générique. La question que tout Camerounais est en droit de se poser est simple. Est-ce que ce qui est arrivé au Tchad peut arriver au Cameroun? Je suis tenté de répondre par l'affirmative tout de suite, tout au moins au regard de tout ce qui se dit dans les chaumières. Parce que lorsqu'on écoute les spéculations qui sont faites dans les bars, dans les taxis, dans les lieux publics, il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire que l'affaire du Cameroun va se dénouer autour d'un soulèvement militaire, autour d'un coup d'État, autour de ceci. Il y a une sorte d'idée reçue qui prospère dans l'opinion camerounaise et qui laisse penser que, en fait, la fin du régime Biya sera noyée dans le sang. Il y en a qui essayent d'apporter des arguments contraires en affirmant que ça se passera normalement. Alors, allons dans le fond de cette question, et c'est essentiellement là-dessus que nous allons échanger, en évoquant à la fin la question française. Parce que le Tchad a révélé, justement, elle a remis au goût du jour cette double problématique, celle de l'alternance et celle de la position de la France dans l'alternance au Tchad. Alors, le président Biya est président du Cameroun depuis 1982. Il est âgé, pour être né en 1933, de 88 ans. Logiquement, sans vouloir lui souhaiter, d'ailleurs tout en lui souhaitant, de vivre encore tout autant, on peut quand même se laisser aller à une spéculation, une conjecture saine, qui veut qu'il soit plus proche de la fin que du début. Donc, il est opportun de poser la question de l'après Paul Biya au Cameroun. Et cette question se pose d'ailleurs au Cameroun avec une acuité qui ne s'imposait pas au Tchad. Parce que bien que le président Idriss Déby, paix à son âme, ait dirigé le Tchad pendant 30 ans, il n'était même pas âgé de 70 ans. Dans notre cas, non seulement le président est là depuis fort longtemps, je vous laisse faire le décompte arithmétique des années, mais il a 88 ans. Il y a d'ailleurs un indicateur que beaucoup prennent à la légère. Vous savez, lorsqu'autour d'un vieil homme, on commence à voir l'entourage brandir le visage d'un de ses descendants, ça veut dire au moins deux choses. La première, c'est qu'il l'a désigné. La deuxième, c'est qu'il n'a désigné personne, mais tout le monde autour sait que la fin approche. Donc il faut occuper le vide. Je passe rapidement. Donc la question se pose, il n'y a ni honte à la poser, ni aucune prétention. C'est un questionnement citoyen, c'est un questionnement normal qui s'impose au Cameroun, notamment parce que tout à côté au Tchad, on voit un pays en pleine déflagration. Évoquons donc froidement la question
de la vacance au Cameroun. Que dit la Constitution? C'est l'article 6, alinéa 4. En cas de vacances, pour toutes les raisons qui sont évoquées par la Constitution, l'élection a lieu 20 jours au moins, 120 jours au plus, après constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel. Alors, lorsque c'est dit rapidement comme ça, on peut penser que l'affaire est simple. Si jamais il y a vacances, il y aura élection 20 jours au moins, 120 jours au plus. Et d'ailleurs, il y a un alinéa qui suit, qui dit, ou un tiret, je ne sais plus, que la période transitoire est dirigée par le président du Sénat. Et si ce dernier est indisponible, c'est le premier vice-président. Et puis de toute façon, même si lui, il n'est pas disponible, c'est le suivant selon l'ordre de préséance. Donc à la vérité, le vrai problème ne se pose pas au niveau du Sénat. Parce qu'on a vu au Tchad que lorsque l'affaire a éclaté, on a vu le président de l'Assemblée nationale qui a décliné l'offre. Et puis les militaires ont jugé utile de s'emparer du pouvoir. Donc dans le cas camerounais, si jamais ça arrivait et que le président du Sénat se sentait dans l'inconfort physique ou mental de pouvoir porter cette responsabilité, il pourrait très bien décliner, que cela ne poserait pas le problème, l'amido de Rebouba, et même si lui-même déclinait, le suivant, ainsi de suite. Donc, de ce côté, il n'y aurait même pas grand problème. Le problème au Cameroun se situerait, et on l'a vécu au Tchad un peu, sur un seul mot. Après constatation par le Conseil constitutionnel. Si je posais la question tout de suite, quelles sont les modalités de constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel? Alors, il n'y a aucun texte au Cameroun qui régit ce segment, qui est fugace dans le temps en cas de vacances, parce que ça doit se faire très rapidement. À ma connaissance, il n'y a pas un texte qui dit quelles sont les modalités exactes du processus ou du mécanisme de constatation de la vacance. Donc, on risque de se retrouver dans un flottement bizarre qui pourrait donner lieu à toutes sortes de dérives. Ce que j'essaie de dire en termes simples, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait décès, qu'il y ait démission. Ce sont les causes de vacances, par exemple. Non. On peut très bien annoncer que le président en exercice est décédé, que cela ne vaut pas constatation de vacances. Le président en exercice peut même démissionner publiquement. Cela ne vaut pas constatation de vacances. Et il faut que le Conseil constitutionnel ait constaté la vacance. Ça veut dire que ce Conseil constitutionnel doit siéger. Ça veut dire que ce Conseil constitutionnel doit être convoqué. Par qui? Aucun texte ne le dit. En tout cas, la Constitution ne le dit pas. On pourrait donc se retrouver dans un petit moment de flottement où tout le monde se regarderait en chien de faïence et le premier général qui passe par là pourrait légitimement dire, écoutez, pendant que vous réfléchissez avec votre constitution, avec ses vides, vous nous trouvez à étudier. Donc, ce qui s'est passé au Tchad nous guette. Ça appelle donc, vous me répondrez, mais tu y es à l'Assemblée nationale. Cela appelle une légifération. Donc la première leçon que nous tirons du Tchad, c'est qu'il faut que ce petit vide-là, ce petit segment-là, qui est flottant, qu'il y ait une légifération dessus. Mais l'autre enseignement que nous tirons, c'est qu'il est très difficile de faire basculer un régime qui a duré. C'est une autre question qui fâche et que les citoyens camerounais aiment survoler. Au Gabon, Bongo Père est resté longtemps. Lorsqu'il est décédé, le fils a repris. Au Togo, le président Eyadema est resté longtemps. Lorsqu'il est décédé, le fils a repris.
Au Cameroun, le président Biya est là depuis longtemps. Et s'il n'était plus là, serions-nous en mesure de faire obstacle à une succession dynastique? C'est une question qui appelle le peuple camerounais à se tenir debout. Au-delà des spéculations que l'on peut entendre dans les chaumières, des conclusions faciles, il y en a même qui vont, et c'est pour ça que cette question, je l'ai en horreur. Non, le pays va changer quand le président Biya ne sera plus là. C'est une fausse route. Ce sera très difficile d'empêcher la succession dynastique, pour des raisons évidentes. La première, je l'ai donnée tout à l'heure, c'est le flottement constitutionnel autour de la concertation du pouvoir. Mais la deuxième raison, c'est que pour un régime qui est resté trop longtemps, ça veut dire des êtres humains qui ont géré le pouvoir trop longtemps, qui l'ont patrimonialisé, qui l'ont personnalisé, qui ont accumulé des abus, qui sont conscients de l'antipathie dont ils sont l'objet dans la société et qui redoutent des représailles, qui redoutent le traitement qui pourrait leur être réservé au cas où ils ne seraient plus au pouvoir. Ils vont vous opposer qu'ils ont l'expérience, ils ont la maîtrise de ci ou de ça, il faut sauver la République, il faut préserver l'État. Ça, c'est absolument spécieux et fallacieux. Le vrai problème derrière, il est strictement humain. C'est pour ça que l'alternance permanente est cruciale pour la vie d'une démocratie. Parce que des gens qui dirigent trop longtemps, et nous sommes dans des dispositions particulières au Cameroun, où en fait, nous sommes encore dans le système postcolonial. C'est-à-dire que nous avons subi la domination impérialiste, et lorsqu'ils ont été contraints, entre guillemets, de s'en aller en 1960, ils se sont fait remplacer par des gens qui sont comme eux, en fait. C'est pour ça, le terme gomme est bien connu chez nous, c'est-à-dire des gens qui sont l'État. L'État, c'est eux. En fait, ils ne se sont jamais imaginés être autre chose que dirigeants de l'État, qu'incarnant l'autorité de l'État. Et ces gens-là, qui dirigent le pays depuis si longtemps, qui ont, grâce à la corruption, accumulé des trésors dont vous êtes loin d'imaginer la taille, qui se sont avachis dans la haute administration et même dans la haute armée, et vous pensez que du jour au lendemain, ces gens qui se sont toujours taillés des budgets pour s'offrir des congés dorés, pour remplacer leurs véhicules tout le temps, pour se permettre toutes sortes de dépenses somptuaires, pour rester poli, vous pensez que juste parce qu'il y aurait quelques dissensions en interne, juste parce qu'un ministre n'aime pas l'autre, juste parce que l'un d'entre eux a payé la presse pour insulter l'autre, vous pensez qu'un matin, ils vous laisseraient le pouvoir comme ça, tout simplement parce que leur chef n'est plus là. Ben vous vous mettez le doigt dans l'œil. Essayez simplement de vous mettre à leur place. Et vous me direz, si vous, dans ces dispositions-là, parce qu'il n'y a rien à voir avec la démocratie là-dedans. Il n'y a rien à voir avec les termes savants d'alternance et tout ça là-dedans. C'est strictement humain. Ce jour-là, ils vont taire leurs dissensions. Ils vont taire leurs petits tiraillements internes. Ils vont préserver leurs intérêts. Parce que leurs intérêts, c'est le pouvoir. Ils vont tout faire pour demeurer. Et ils vont continuer à se bagarrer, mais en étant au pouvoir. J'aime souvent le cas ivoirien qui, lui, m'amuse toujours. Mais en fait, pas dans le sens de tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, le sang, les prisons, les injustices, et tout ce que vous voulez. C'est que le pouvoir d'Houphouët-Boigny avait duré autant. Peut-être un peu moins, mais enfin. Avait duré suffisamment longtemps qu'on pourrait le mettre dans le même registre que le nôtre ou celui du Tchad. Et lorsque le président Houphouët, dont on parlait de la sagesse infinie, de l'intelligence sans borne, quand il exerçait le pouvoir, donc quand il est décédé, eh bien, la guerre a éclaté entre ses deux enfants, notamment Konan Bédié et Alassane Ouattara.
Et pendant que ces deux se faisaient la guerre, parce que de toute façon en Côte d'Ivoire, ça avait duré suffisamment longtemps pour qu'il y ait beaucoup trop de gens qui pensaient qu'ils pouvaient être présidents. Parce qu'ils avaient beaucoup de milliards en banque, parce qu'ils avaient construit un système administratif, bref, ils étaient nombreux à être puissants. Et ces deux-là ont réussi à se dégager, ils sont sortis du lot, ils ont commencé à se faire la guerre. Et pendant qu'ils se faisaient la guerre, un outsider appelé Laurent Gbagbo a profité de ce flottement, enfin je prends beaucoup de raccourcis, et il se retrouve au pouvoir. Non seulement il n'a véritablement jamais pu gérer la Côte d'Ivoire pendant les 10 ans qu'il a passé au pouvoir, mais lorsque les deux enfants, entre guillemets, qui se bagarraient, se sont réconciliés, non seulement ils l'ont éjecté du pouvoir, mais ils l'ont mis en prison, loin de la Côte d'Ivoire. La suite, vous la connaissez. Ça n'a duré que 10 ans. Le temps que les mêmes reprennent. Parce que pendant qu'ils durent au pouvoir, ils se donnent les moyens d'y demeurer. Et quand même ça leur échappait, ils se sont donné suffisamment de moyens pour nuire et pouvoir revenir. Je ne prétends pas avoir la solution miracle. Et je présume que beaucoup d'entre vous sont en train de se demander, mais voilà quelqu'un qui a de prétentions prononcées pour la présidence de la République et qui tient un discours qui, à certains égards, peut paraître démobilisant et décourageant. Si je le dis avec le sourire en coin, c'est parce que j'ai ma petite idée sur comment on peut sortir de là, sur comment on peut s'en extirper, sur comment on peut contourner cela. Je préfère que dans une autre édition, nous allions en profondeur. Mais essayez juste de remettre bout à bout ce que j'ai souvent dit, ce que j'ai souvent préconisé. Vous comprendrez que la voie de contournement est devant vous, mais elle est tellement devant vous et très proche de vous qu'elle est vous-même. Et que c'est le jour où vous allez prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez faire, ben vous découvrirez que c'est beaucoup trop facile. Ce n'est pas parce que ça a échappé aux Gabonais ou aux Togolais ou je ne sais pas à quel autre pays que ça devrait nous échapper au Cameroun. Nous avons le recul nécessaire pour éviter ça. D'ailleurs, c'est l'occasion d'évoquer l'autre aspect de la question, qui est le jeu de la puissance coloniale. La France, pour ne pas la citer. Ah ben, il me souvient que dès que j'avais déclaré ma candidature, l'une des choses que je m'entendais dire, c'était « Si tu n'as pas la caution de la France, tu n'y arriveras jamais. Tout a déjà été scellé. Il faut aller se faire adouber. » D'ailleurs, il y a une sorte de paradoxe dans l'opinion publique camerounaise, vous savez, qui est... Je crois que c'est presque pathologique. Je trouve particulièrement insultant de dire « Nous ne voulons plus de la France ». Je trouve particulièrement enfantin, puéril, qu'un demi-siècle après l'indépendance, nous en soyons encore à voir des gens dans la rue ou à entendre les gens dans les médias dire « Nous ne voulons plus de la France ». La question est, il s'adresse à qui? À la France? J'ai vu notamment au Tchad et ailleurs, des gens avec des pancartes. Non à la France dehors. Ben, je me suis dit, où se trouve la France? Du peu que je sais, au Tchad, des Tchadiens sont en train de lutter contre d'autres Tchadiens. Le FACT, le groupe rebelle, qui est, je ne sais plus, au désert ou au Niger, a à sa tête un Tchadien. Ce FACT-là, cette faction passée au féminin ou au masculin, est en guerre contre l'armée réputée régulière. Donc on a d'un côté des Tchadiens et de l'autre des Tchadiens qui se sont tous armés de Kalachnikov, de missiles, et qui se sont tellement entretués qu'ils ont tué leur président. Et il se trouve donc des gens qui sortent de nulle part avec une pancarte. La France dehors. Comment sommes-nous arrivés à un point où nous pensons en 2021 que la France est si intelligente, si douée, et même si
magique qu'elle peut se déguiser en deux camps de Tchadiens. Posons-nous la question. Où est la France là-dedans? C'est pour ça que je trouve particulièrement insultant, horripilant, rabaissant, réducteur, ridicule, que pendant que nous nous entretions en Afrique, nous soyons en train d'accuser la France. Il n'y a pas pire aveu de faiblesse, pire aveu d'idiotie, pire aveu d'enfantillage, pire aveu d'immaturité que d'accuser un étranger lorsque nous nous entretions. Et là, je reviens encore au peuple, qui veut une chose et son contraire. Je vais prendre un exemple, mais absolument banal, vous direz que c'est pro domo, pour emprunter à quelqu'un qui maîtrise la langue française. Lorsque je lance la collecte de fonds en 2017-2018, je pars de quel constat? De ce que je n'ai pas d'argent et que si le peuple est derrière moi, il va m'aider à avoir cet argent. C'est tellement banal et simple comme approche. Mais il se trouvait des gens qui disaient, mais quelqu'un qui ne peut même pas avoir 30 millions, pourquoi il veut être président? J'entendais des gens qui me disaient, quelqu'un qui n'a jamais été reçu au Quai d'Orsay. Alors dites-moi, chers Camerounais, si chacun d'entre vous ne se lève pas pour soutenir celui qui, à ses yeux, incarne l'alternance, où pensez-vous qu'il va trouver les moyens, la force, les hommes pour arriver au pouvoir? Ce qui se passe est très simple. Arrêtons le jeu de cache-cache. La plupart du temps, les leaders politiques vont chercher l'argent en France. Les leaders politiques vont chercher l'adoubement en France, avant même d'arriver au pouvoir. Pourquoi? Expliquez-moi le phénomène qui veut que lorsque les élections présidentielles sont terminées dans certains pays, la chose la plus attendue soit la reconnaissance de la victoire par la France. Ça veut dire qu'en fait, le peuple qui vient de voter ne compte que pour du beurre. Alors pour qui et au profit de qui on va gouverner lorsqu'on n'est pas porté par le peuple? Moi, je voudrais vous dire, chers Camerounais, j'ai strictement rien contre la France. Je n'ai absolument rien contre la France. Parce que je suis un peuple indépendant. Je suis un peuple souverain. Je suis un peuple, quand bien même il aurait des choses à reprocher à la France, qui a les marges de manœuvre nécessaires pour le dire à la France et demander à la France de réparer ce qu'on lui reproche. Voilà la position que nous devrions avoir. N'oublions pas que Gaston Donat, Joseph Méric, Maurice Lalaurie étaient français. Qui étaient-ils? Les pères de l'UPC. C'était des communistes envoyés par sanction au Cameroun et qui, pendant leur séjour, ont porté le syndicalisme camerounais dans les fonds baptismaux. Le syndicalisme qui va se muer en 1948 au café Sierra à Douala, en UPC, et qui va donner naissance à Oumniobé et tout le reste. C'est la France toujours. Mais il y avait aussi cette autre France. Et c'est ce que Nicolas Sarkozy a dit au discours de Dakar le 26 juillet 2007. Même si ça a heurté beaucoup d'Africains, il a reconnu le tort d'une partie de la France, ou alors d'une partie de ce que la France avait fait en Afrique. Mais il a dit aux Africains, entrez dans l'histoire, prenez le contrôle du temps, cessez d'être immobile, statique, en attendant que les choses se répètent comme des saisons. Même en psychanalyse, on le dit, lorsque tu connais la cause d'une pathologie, tu as la moitié de la guérison de cette pathologie. Écoutez, moi j'étais français, que j'aurais la même approche. La France, historiquement, est une puissance impérialiste. Avec le temps, les choses peuvent avoir évolué ou changé. Mais c'est un pays qui, historiquement, a bâti sa réputation et sa notoriété internationale sur la domination des autres nations. Le président français actuel n'était pas né quand tout cela était fait et ficelé. Il en est juste l'héritier. A-t-il les coudées franches pour démobiliser et déconstruire tout cela pendant la durée de sa longue vie que je lui souhaite? Je me permets d'en douter. Donc, la France a des réflexes
comme toute autre grande puissance. D'ailleurs, une autre fois, j'aborderai la question de la monnaie, pour dire que, mettez à la place de la France la Chine, remplacez la Chine par la Russie. Ils auront à peu près les mêmes réflexes, parce que les relations internationales sont bâties sous un modèle que nous n'allons pas déconstruire du jour au lendemain, c'est le modèle de la domination. Donc, que la France veuille contrôler l'alternance au Tchad, au Cameroun, au Congo ou ailleurs, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est légitime. Elle fait ce qu'elle a l'habitude de faire, elle fait ce qu'elle pense être dans l'intérêt de ses citoyens, les Français. Ben oui, aussi simple que ça. Donc nous, Africains, nous, Camerounais, nous, Tchadiens, nous, Centrafricains, nous, Congolais, nous devons prendre notre destin en main. Nous devons prendre nos responsabilités. Si vous êtes derrière Cabral Libye, que je suis, ben si Cabral Libye vous dit que voici la vision qu'il a pour le Cameroun et que vous l'épousez, et qu'il vous dise que la démarche qui doit conduire au triomphe de cette vision nécessite une logistique de telle taille, une bifurcation de telle nature, ben en fait, il compte sur vous pour y parvenir. Et si vous ne levez pas le petit doigt, je faisais un petit calcul pour finir. Il y a quelques jours dans mon bureau, je demandais quel est le parti politique au Cameroun qui peut lever 1 milliard de francs par an. En fait, pour lever 1 milliard de francs CFA par an, il faut que 500 000 personnes cotisent annuellement 2 000 francs CFA. Le Cameroun a environ 15 millions de personnes en âge de voter. 6 millions, près de 7 millions inscrits sur les listes électorales. Je suis en train de vous dire que pour qu'un parti politique lève 1 milliard de francs dans ses caisses, il faut que 500 000 personnes, c'est-à-dire à peine le quartier Vogada à Yaoundé ou Nyoubel Douala, donnent 2 000 francs CFA par an. Je n'ai pas dit par jour ou par mois ou par semaine, par an. C'est-à-dire absolument pas grand-chose pour beaucoup d'entre nous. Mais il se trouve beaucoup de Camerounais derrière tel candidat, derrière tel homme politique, derrière tel parti politique, mais qui n'ont pas le réflexe de participer activement à ce que ce à quoi ils croient puisse triompher. Non, ils font vraiment l'Africain. Nous voulons le changement, mais par les autres. Et c'est ça le paradoxe. J'ai souvent dit que lorsqu'on dit le Cameroun, c'est le Cameroun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes un pays où nous voulons tous le changement, mais un changement qui préserve nos intérêts, même si ces intérêts sont contradictoires avec le changement. Retrouvons-nous la semaine prochaine.